deuxième partie de l'Africa Newsroom. Ils sont toujours avec nous. Marcel Effon, coach motivateur, fondateur d'Impact Plus. Alfred Tchango, notre éditorialiste. Et il vient tout juste de nous rejoindre sur ce plateau, Monsieur Pape Kabo, analyste politique. Donc, Monsieur Kabo, juste avant la pause, nous parlions donc de cette révision constitutionnelle qui est peut-être en train de s'opérer au Burundi. Et je posais justement la question de savoir si, sur le plan philosophique, est-ce que les constitutions en Afrique, est-ce qu'elles ont encore du sens? Une constitution aura toujours un sens. Au regard des modifications Toujours, une constitution aura un sens. C'est à nos chefs d'État de savoir qu'il y a une vie après la vie de chef d'État. La vie ne s'arrête pas à la station de la présidence de la République, de quelque république que ça puisse être. Et que les gens retiennent par exemple le modèle de Nelson Mandela, malgré toute la popularité qu'il avait, il y avait une constitution sud-africaine, il pouvait encore se représenter. Mais il y a une certaine déontologie, et j'allais même dire un fair play politique, que les acteurs politiques eux-mêmes devraient s'imposer. Je suis élu pour un nombre X de mandats. Au terme de ces mandats-là, moralement, il n'y a pas à tripoter les constitutions. On sait les conséquences que cela génère, l'instabilité déjà au niveau du pays et les conséquences que cela peut avoir au plan économique et au plan civil, tout simplement. Le Burundi, on a encore à la mémoire ce qui s'est passé il y a quelques années. Il y a eu des accords à Arusha qui ont été obtenus à la suite d'âpres négociations. Donc pourquoi aujourd'hui serions-nous encore tentés de réveiller de vieux souvenirs, de secouer des tentations et d'éveiller encore des soupçons et pousser les gens à aiguiser leur coupe-coupe, commencer à armer leurs fusils, etc. Non, je pense que nos chefs d'État, encore une fois, doivent savoir que la vie d'un individu, d'un président de la République, ne s'arrête pas à la station de président et qu'il y a autre. Regardez par exemple Madame Ellen Johnson Sirleaf, elle termine son mandat, elle s'en va. J'ai donné l'exemple de Nelson Mandela, mais il faut quand même que maintenant nos chefs d'État, notamment la population aussi, il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Lorsqu'on nous propose une constitution et qu'on la vote, si malheur advient à une autorité qui vient et qui a tendance ou qui a une envie de vouloir changer cette constitution-là, il faut qu'on ait le courage de s'y opposer. Le courage de s'y opposer. Tout à l'heure également, je posais la question de savoir, l'Union africaine avait en 2015 proposé, en tout cas décidé de l'envoi de troupes au Burundi, mais l'UA est ensuite revenue sur sa décision. Est-ce que c'était une erreur? Une grossière erreur. L'exemple, l'histoire nous donne raison. Aujourd'hui, le fait d'avoir renoncé à l'envoi de cette mission-là, aujourd'hui, on constate que c'est une erreur. Cela aurait pu être une occasion pour justement poser les garde-fous. Poser les garde-fous pour éviter justement cette tentation à vouloir toucher la Constitution. Nos élites, nos chefs d'État doivent se dire que l'important pour nos États et l'important pour eux-mêmes, c'est ce qu'ils laissent pour la postérité. Ce n'est pas leur durée au pouvoir qui compte, mais ce qu'ils laissent pour la population. Ils nous prennent d'une station A et nous amènent à une station B en nous permettant, en nous procurant un mieux-être, en nous procurant un certain confort dans notre vie, une certaine aisance, en améliorant en tout cas plus ou moins notre vie. C'est ce qui est attendu de nos chefs d'État. Donc c'est ce qui nous amène à discuter des projets et programmes dont parle mon frère. Donc je pense que c'est extrêmement important que l'on fasse certes la différence entre les constitutions à ne pas toucher, mais aussi on doit veiller aux projets et programmes que les candidats politiques nous proposent au moment où ils cherchent à accéder au pouvoir. On peut déceler à cette époque-là déjà des envies ou des velléités à vouloir s'accrocher, s'arc-bouter au pouvoir, alors que les gens devraient plutôt travailler pour la postérité et laisser un souvenir que la population se plairait à se rappeler de temps à autre, sans pour autant avoir à se cacher le visage pour parler. Alfred Tchango, l'UA aurait pu, comme le dit M. Pape Kabo, jouer le rôle de garde-fou? Mais oui, Zaraou, mais
On connaît l'Union africaine. C'est l'exemple type même de l'inefficacité politique au niveau continental. On clame partout la renaissance africaine, le panafricanisme, mais quand il s'agit très concrètement d'agir sur le terrain, on voit tout de suite l'impuissance justement de l'Union africaine. Jusqu'à présent, l'Union africaine n'a jamais réglé aucun conflit en Afrique. Il faut toujours que des forces extérieures viennent ou des Nations Unies pour essayer de stabiliser, de calmer les situations. Malheureusement, c'était prévisible que l'Union africaine n'irait pas jusqu'au bout de cette logique parce qu'au bout du compte, c'était que cette force arriverait et que s'il y avait une opposition, elle avait mandat justement à user de la force pour amener les protagonistes autour de la table. Malheureusement, au moment de franchir le pas, parce qu'il y avait cette menace de Nkurunziza de dire effectivement si ces troupes débarquaient, d'abord il fermerait l'aéroport de Bujumbura ou alors il enverrait ses troupes contre les troupes de l'Union africaine et donc il y a eu cette hésitation coupable, et bien on en est là. Coupable. Et là, oui. Oui, et c'est là où moi je pense que c'est toujours des arrangements, parce que les loups ne se mangent pas entre eux. Et dans ce duel-là, il n'y a que les peuples africains quand même qui sont perdants. Et c'est là même la vraie question de quels sont les projets aujourd'hui de la société supposée dite, la société dite civile, quels sont aujourd'hui les projets que nous avons sur table en Afrique, partout. Où vous passez en Afrique, mais la société civile, Marcel, n'a pas le pouvoir de changer les choses. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de proposition ou de manifester, comme ça a été le cas au Burkina Faso, au Sénégal, on l'a rajouté ici, même au Bénin. Je suis d'accord avec vous, M. Alfred, mais nous continuons toujours le même débat. Le débat de la société civile a été toujours un débat politique. On fait les débats politiques, on suit les politiques, on veut dire non, on ne doit pas réviser la Constitution, mais sans jamais alors aller chercher les vrais projets sur lesquels la société civile doit travailler. Et c'est ça, vous disiez tout à l'heure, quels sont aujourd'hui les chantiers sur lesquels les chefs d'État, lorsque vous devenez chef d'État en Afrique, quels sont les vrais chantiers sur lesquels vous devez travailler? Il faut que le peuple mûr aujourd'hui puisse commencer à travailler sur ces chantiers et qu'à un moment donné, les chefs d'État comprennent qu'il n'est plus question alors de mettre des débats comme celui de la révision de la Constitution. C'est la faute de la société civile. Oui, la faute aujourd'hui de la société civile, c'est que la société civile est confondue alors aux politiques et fait tout le temps le jeu des politiques. Et ça ne devrait pas être le rôle. La société civile est là pour donner une orientation beaucoup plus rationnelle au débat politique et à chaque fois de ramener, pourquoi pas, les dirigeants vers ce qui est intéressant et bon pour les peuples. Et ensuite on va changer de ceux qui ont la main pour ce qui concerne les projets et programmes qui sont appliqués dans nos États, tout comme les modifications ou pas des constitutions, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui peuvent agir, c'est effectivement ceux qui sont élus. Ou ceux qui ont réussi en tout cas à s'installer là, suite à un putsch ou arrangé après, etc. Mais en tout cas, c'est ceux qui exercent le pouvoir. La société civile ne peut intervenir que comme conseil dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, quel est l'acteur de la société civile qui peut contraindre, fût-il le plus petit des présidents? Il n'en a pas les moyens. L'acteur de la société civile qui pourrait se risquer à aller au-delà des limites du tolérable se retrouverait en prison. Vous le savez très bien. Ça, encore. Malheureusement. Encore. Malheureusement. Voilà. S'il va en prison, c'est le salut pour lui. Mais il peut se retrouver, bien entendu, au cimetière et tout ça. Très vite, très rapidement. Donc, la société civile, elle a des limites, j'allais dire, naturelles, que lui impose la vie, que lui impose le fonctionnement même démocratique. Tout à fait. Parce que ceux qui sont au pouvoir, c'est à eux d'être fair-play. C'est à eux d'être fair-play. Mais il faut ajouter les partis politiques, justement. Ça, c'est leur rôle de questionnement, d'interrogation. On va continuer de débattre de l'actualité, mais sur un tout autre sujet, et ça sera notre grand angle. En Afrique, les PME restent confrontées à la problématique du financement. Une réelle problématique en effet, même si les banques les plus dynamiques leur consacrent parfois jusqu'à 25% de leur portefeuille de crédit, mais dans l'ensemble, peu d'avancées. Et c'est précisément le cas au Togo, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Emefa Kofi.
Près de 10 816 entreprises ont été identifiées au Togo, soit une progression de 150% en moins de 4 ans, selon le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Il s'agit là des petites et moyennes entreprises et industries qui se sont éclos grâce à la simplification du processus de création d'entreprises mis en place par le gouvernement. Mais au-delà de cette explosion notée dans le climat des affaires, les jeunes entreprises togolaises restent confrontées aux difficultés de financement, notamment dans des établissements financiers. Le banquier, par définition, gère un risque. Et donc, l'asymétrie de l'information que le banquier constate au niveau des PME fait que la banque est frileuse à accompagner le développement des PME. L'inauguration en juin 2016 du Bureau d'information sur le crédit a donc permis au gouvernement togolais de rassurer certains opérateurs économiques, mais des craintes subsistent toujours. À la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, outre l'installation du Bureau d'information sur le crédit, plusieurs partenariats sont noués à l'instar de celui avec le Fonds de solidarité africain. Nous allons donc à travers nos projets bruts présenter ça à des cabinets conseils. Nous allons présenter ça au fonds de garantie, comme le FSA ici présent, pour que nous puissions être financés normalement. En novembre 2006, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes a été créé par le gouvernement togolais. Cette institution a financé en 2016 400 plans d'affaires pour un montant de 775 637 000 francs CFA. Du côté de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, on s'appuie notamment sur le Fonds de solidarité africain. En août 2017, ce fonds de garantie a annoncé mettre à disposition des entreprises togolaises 38 milliards de francs CFA afin de permettre aux établissements financiers d'atténuer le risque vis-à-vis de ces PME-PMI demandeuses de crédit. Alors, Monsieur Effon, on a vu ces problématiques de financement évoquées dans le reportage. Est-ce que vous, donc je rappelle que vous êtes le fondateur d'Impact Plus, un cabinet de formation autour du coaching. Est-ce que vous avez été confronté, vous, précisément à cette problématique? Alors, il faut dire que c'est une problématique qu'on a facilement idée à confondre à comment est-ce que ça se fait le financement des entreprises dans des pays développés, en Amérique comme en Europe. Mais ça n'a rien à voir. Alors, je vais partir de mon exemple. Lorsque je devais créer mon entreprise, je suis parti d'abord de la qualité du service que je devais offrir à mes clients. Parce qu'en Afrique, créer une entreprise, c'est au plus en 12 heures. Lorsque vous finissez de créer l'entreprise, vous commencez à raser les murs parce que vous n'avez pas une qualité de service que vous proposez au marché. Le marché ne vous regarde presque pas. Et pire, on est pressé d'aller à la banque pour aller proposer un business plan et demander à la banque de venir financer. Mais la banque regarde votre offre de service et voit que vous n'avez rien de mieux que vous proposez pour le marché, alors la banque continue de faire ce qu'elle fait. Et je dis, on a vite fait aujourd'hui d'accuser les banques pour dire que les banques ne font pas du financement, n'accompagnent pas les start-up en Afrique, mais personne ne se pose la question, qu'est-ce que la banque va financer? Lorsque vous êtes la banque que vous recevez l'argent des épargnants, c'est d'autres qui ont travaillé, qui ont déposé leur argent, mais il faut pouvoir faire travailler l'argent. Mais les start-up viennent demander cet argent pour aller jouer presque à de la loterie, ce que je dis dans mes formations. Absolument. De la loterie? Jouer à de la loterie, oui. Vous êtes en accord, vous partagez cet avis, vous, Alfred Tchango? Non, pas vraiment, non. Je vois qu'effectivement, cette question du financement des projets, pour les PME, PMI, mais en tout cas même pour les petites entreprises informelles, au Togo, mais en Afrique en général, souffre justement de ce manque de confiance des institutions de financement, qu'elles soient bancaires, commerciales ou autres. Parce qu'évidemment, la question qui s'oppose, Marcel a parlé du business plan, mais la question de la solvabilité de ces personnes qui viennent solliciter. Et donc, les banques sont très frileuses en Afrique, pas seulement au Togo, mais en Afrique en général. De manière générale. Même s'il y a des banques spécifiques ou des institutions de financement spécifiques qui sont créées par les États, justement, pour soutenir ces initiatives-là. Ce qui est tout à fait paradoxal, parce que d'un côté on dit, mais oui, il y a le chômage de la jeunesse en Afrique, l'employabilité est très compliquée, on forme beaucoup de jeunes, ils sortent des écoles, des universités, mais ils ne trouvent pas de travail, et quand ils veulent monter, créer leurs entreprises, ils trouvent porte close. Donc il faut
peut-être repenser le système autrement, c'est-à-dire que celui qui vient, de toute façon, on ne va pas demander à un jeune qui n'a pas de fonds comme tel d'avoir des garanties que si on finançait son projet, qu'il serait à même de rembourser le prêt qui lui a été octroyé ou non. Il faut que l'État peut-être garantisse justement ce risque, si on a la COFAS par exemple pour les entreprises françaises. Donc il faut qu'il y ait aussi des entreprises qui assurent le risque d'insolvabilité de ces potentiels créateurs d'entreprises. Pape Cabot, sur la zone francophone, les taux d'intérêt varient entre 10 et 17%. Voilà, il y a quelques années, l'idée d'un taux zéro avait été évoquée. Qu'en est-il précisément? Est-ce que c'est quelque chose de faisable? Taux zéro, dans notre zone, je ne crois pas. Nos banques sont déjà assez liquides et elles ne prennent pas de risques, ou en tout cas, elles en prennent très peu. Mais ça se comprend. Le risque, le financier n'aime pas le flou. Or, pour les PME, les TPE et les PMI, les toutes petites entreprises, les PME qui arrivent sur le marché financier, ils ont du mal à lever des fonds parce que justement, un, elles n'ont pas de garantie. Deuxièmement, la plupart d'entre elles viennent d'être créées et elles n'ont pas la maîtrise de leur marché, la connaissance du marché. Même, elles n'arrivent pas, dans certains cas, à bien le définir. Alfred a parlé de certaines banques spécialisées. Si vous le permettez, je peux parler d'une banque que je connais, qui est la Banque de l'Habitat, où j'ai évolué un certain temps, qui, elle, est spécialisée dans le financement de l'immobilier. Elle finance à la fois les acquéreurs et finance les promoteurs. Et cette banque-là, elle prend des risques, certes, mais les risques sont mesurés. Lorsqu'un promoteur initie un projet, ce qui lui est demandé, c'est déjà de prospecter une clientèle et d'arriver déjà avec un certain portefeuille qui lui permet de pouvoir offrir des garanties, assurer à la banque de la possibilité qu'elle a à trouver une clientèle. Le problème pour les PME, c'est justement les débouchés. Elles peuvent avoir de bons produits, mais commercialement, quelquefois, c'est un problème pour eux, ces structures-là, pour pouvoir justement montrer aux institutions financières auxquelles elles ont affaire, ces entreprises, qu'elles sont à mesure de pouvoir mettre sur le marché un produit de qualité et qui peut aussi être voulu, cherché et demandé par une clientèle qui existe et qui est solvable. Alors, voilà. Une toute dernière question Oui. pour contourner. Là, je vais m'adresser à vous, Marcel Effon, pour contourner les défaillances de ce secteur bancaire, mais aussi au peu de financement de la part de l'État. On voit de plus en plus se développer le recours au business angel ou encore le recours aux étrangers, en tout cas à une levée de fonds dans les diasporas africaines. Ce sont aujourd'hui des solutions qui sont en train de s'imposer comme de véritables leviers. Mais oui, naturellement, de véritables leviers, mais toujours est-il qu'il y a un travail de fond qui est demandé par ces bailleurs-là. Parce que lorsque vous êtes une start-up et vous voulez aller vers ces bailleurs-là, il faut que vous puissiez avoir un minimum de techniques qui montrent au plan commercial aux bailleurs que, bon, lorsqu'on vous accompagne d'abord techniquement, vous êtes capable d'aller affronter le marché au plan commercial et mieux au plan organisationnel si on met de l'argent que vous êtes capable de faire gérer ces fonds en tant que gestionnaire d'entreprise et de pouvoir ramener des plus-values. Maintenant, il y a effectivement des processus de mentorat aujourd'hui qui se dessinent en Afrique. Et je l'ai vu aussi au Bénin et qui se développent parce que l'expérience a montré que lorsqu'on finance les startups, effectivement, pas par leur faute, mais parce qu'il y a un déphasage entre la formation des départs et le métier de chef d'entreprise, on voit qu'ils s'essayent, mais ils ne réussissent pas et ils perdent les fonds. Donc, les premiers financements sont perdus. Et là, on réfléchit à comment est-ce qu'on fait pour effectivement réinvestir de l'argent et permettre quand même aux jeunes qui ont de l'ambition, qui ont envie de créer des entreprises. D'où la question du mentoring. Dans nos universités aujourd'hui au Bénin, vous voyez des processus de mentoring où les startups sont accompagnés et ils sont suivis pendant un processus qui dure jusqu'à parfois 2 ans. Et lorsqu'on les voit qu'ils sont à maturité maintenant, on les conduit vers des potentiels bailleurs qui disent oui, avec ce background, avec ce processus, nous avons confiance, nous pouvons financer. Et ça commence par venir très doucement. Et c'est le même processus qu'observent les bailleurs
à l'extérieur des pays africains pour venir également investir. Mais toujours est-il qu'un travail de fond a commencé à se faire pour quand même crédibiliser ces demandeurs de fonds sur le marché. Alors, merci messieurs. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.